Le jour où j'ai enterré mon mari, j'ai découvert qu'il avait détruit ma famille, bien avant de mourir. Il faisait froid ce matin-là, un froid sec, le genre qui vous coupe le souffle quand vous sortez de l'église. Les cloches de Saint-Remi sonnaient lentement, comme elles le font toujours pour les morts. Tout le monde pleurait Paul. Moi, je regardais ma belle-fille. Amélie se tenait près du cercueil, vêtue d'une robe noire élégante, ses longs cheveux châtains tirés en chignon. Elle avait l'air d'une veuve de film français, fragile, bouleversée, presque théâtrale dans sa douleur. Les gens la regardaient avec pitié. La pauvre petite, elle aimait tellement son beau-père. Oui, elle l'aimait, mais pas comme une belle-fille. Permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Suzanne Moreau, j'ai 72 ans. Je vis à Verviers, en Belgique, depuis ma naissance. Une ville où les façades sont propres, les jardins bien entretenus et où les secrets restent cachés derrière les rideaux de dentelle. J'ai été professeur de piano pendant 35 ans. J'ai formé des générations d'enfants aux sonates de Mozart et aux nocturnes de Chopin. Ma vie a toujours été ordonnée, prévisible, rythmée par les gammes et les récitals. J'ai épousé Paul Moreau il y a 47 ans. Un homme brillant, architecte respecté, qui construisait des maisons pour les autres pendant que je bâtissais des mélodies. Nous formions un beau couple, disait-on, un couple solide. Nous avons eu un fils, Gérard. Gérard est ma joie, mon unique enfant. Un garçon doux, travailleur, qui a hérité du sérieux de son père et de ma sensibilité. Il est ingénieur informatique. Il s'est marié il y a 8 ans avec Amélie, une jeune femme rencontrée lors d'une conférence professionnelle à Bruxelles. Elle avait 26 ans à l'époque. Lui, 32. Elle était ravissante, souriante, polie, le genre de femme qu'on imagine facilement en belle-fille. Paul l'a tout de suite appréciée, beaucoup trop appréciée. Mais revenons à ce matin, au funérailles. La cérémonie venait de se terminer. Le prêtre avait dit les mots habituels sur la miséricorde divine et le repos éternel. Les gens défilaient devant le cercueil, touchaient le bois verni, murmuraient des adieux. Gérard se tenait près de sa femme, le visage défait. Il venait de perdre son père, son héros. Il pleurait sans retenue, comme un enfant. À côté de lui, Amélie sanglotait aussi, mais ses larmes, quelque chose dans ses larmes me dérangeait. J'étais assise au premier rang, à quelques mètres d'eux. Je tenais entre mes mains mon mouchoir brodé, celui que ma mère m'avait offert le jour de mon mariage. 47 ans que je le gardais. 47 ans qu'il essuyait mes joies et mes peines. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu. La foule commençait à se disperser. Les gens sortèrent de l'église par petits groupes, chuchotèrent des condoléances, parlaient du déjeuner qui suivrait la mise en terre. Amélie s'est approchée du cercueil. Elle a posé sa main sur le couvercle, fermé les yeux comme pour prier. Puis, d'un geste rapide, si rapide que j'ai failli le manquer, elle a glissé sa main dans la veste de Paul, dans la poche intérieure. Elle y a déposé quelque chose, un petit papier plié, puis elle a reculé, s'est essuyé les yeux et est retournée près de Gérard. Personne d'autre n'avait rien vu, personne sauf moi. Mon cœur s'est mis à battre différemment. Pourquoi ? Pourquoi mettre un message dans le cercueil de son beau-père ? Un mot d'adieu peut-être, une dernière pensée, quelque chose de tendre, de filial. Oui, c'était sûrement ça. Mais alors pourquoi cette main tremblante ? Pourquoi ce regard furtif ? Pourquoi ce geste secret, caché, presque coupable ? Je ne savais pas encore, mais j'allais le découvrir. 10 minutes plus tard, Gérard et Amélie sont sortis un instant. Ils devaient parler aux employés des pompes funèbres pour organiser le cortège vers le cimetière. Je suis restée seule dans l'église, seule avec Paul. Je me suis levée lentement. Mes genoux craquaient, l'âge, l'humidité, la fatigue. Je me suis approchée du cercueil. J'ai posé ma main sur le bois froid. « Au revoir, mon amour », ai-je murmuré. Puis, sans réfléchir davantage, je me suis penchée. Ma main est entrée dans la poche de sa veste. Mes doigts ont touché le papier. Je l'ai sorti. C'était un petit mot, plié en 4. L'écriture était fine, penchée, féminine. Une écriture que je connaissais bien, celle d'Amélie. J'ai déplié le papier et j'ai lu. « Je ne t'oublierai jamais. Je t'ai toujours aimé. Quand notre fils grandira, je lui dirai. Le monde s'est arrêté. Notre fils. Pas ton petit-fils. Pas Théo. Notre fils. » Mes jambes ont vacillé. J'ai dû m'appuyer contre le cercueil pour ne pas tomber. Les mots dansaient devant mes yeux. Je t'ai toujours aimé. Notre fils. Paul et Amélie. Mon mari. Et ma belle-fille. J'ai entendu des pas derrière moi. J'ai refermé le papier d'un coup, je l'ai glissé dans mon sac à main et je me suis redressée. Gérard venait de rentrer dans l'église. « Maman, ça va ? Tu es toute pâle ?» Il m'a pris le bras avec douceur. « Oui, mon chéri, c'est juste l'émotion. » Amélie nous rejoignait, les yeux rougis, un mouchoir dans la main. Elle m'a regardée et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose passer dans son regard.
De la peur? Du soulagement? Je ne sais pas. Mais elle ne savait pas que j'avais lu son mot. Elle ne savait pas que je venais de découvrir la vérité. Nous sommes sortis tous les trois dans le froid de novembre. Gérard pleurait toujours. Amélie se tenait contre lui, jouant son rôle de femme brisée. Et moi, je marchais derrière eux, serrant mon sac contre ma poitrine. Dans ce sac, il y avait un mot. Un mot qui venait de détruire 47 ans de mariage. Un mot qui venait de me voler mon fils. Un mot qui venait de changer toute ma vie. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Avant de vous raconter comment tout s'est effondré, je dois vous parler de ce que j'ai perdu. Notre maison se trouve rue des Récollets, une avenue tranquille bordée de tilleuls. Une maison de 3 étages, en pierre blonde, avec des volets verts et un petit jardin à l'arrière. Paul l'avait dessiné lui-même, quelques mois après notre mariage. Il avait voulu que chaque pièce ait sa lumière propre. Le salon baigné de soleil le matin, la cuisine dorée l'après-midi, mon atelier de piano orienté vers le nord pour éviter l'éblouissement pendant les leçons. Cette maison, c'était nous. Chaque mur, chaque fenêtre, chaque marche d'escalier portait la trace de nos 47 années ensemble. Les dimanches, Paul préparait le café pendant que je jouais du Schubert. L'odeur du café frais montait jusqu'au piano, se mélangeait aux notes. C'était notre rituel. Le dimanche matin, c'était sacré. Nous n'avons jamais été un couple passionné. Pas de grandes déclarations enflammées, pas de voyage romantique à Venise ou à Paris. Paul n'était pas un homme de mots, mais il était là, tous les jours, constant, fiable. Quand je me réveillais la nuit avec une migraine, il m'apportait un verre d'eau sans que j'aie besoin de demander. Quand mes élèves me fatiguaient trop, il préparait le dîner. Quand notre fils tombait malade, il restait éveillé avec moi toute la nuit. C'était ça, Paul, un homme qui construisait des maisons pour les autres et qui avait bâti la mienne en silence. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Gérard est né en mars 1978. Un bébé calme, aux grands yeux clairs. Paul était fou de lui. Il passait des heures à le regarder dormir dans son berceau, comme s'il contemplait une œuvre d'art. Il disait toujours « Ce petit, Suzanne, il va faire de grandes choses. » Et il avait raison. Gérard a grandi avec la même tranquillité qu'il avait eue en naissant. Un enfant doux, studieux, qui ne causait jamais de problème. Il aimait les mathématiques, les ordinateurs, les choses logiques. À 20 ans, il est parti étudier l'informatique à Bruxelles. Paul était fier. Moi, j'avais le cœur serré chaque fois qu'il partait le dimanche soir. Mais c'était normal. Les enfants grandissent. Les enfants partent. C'est la vie. Et puis, il y a 8 ans, Gérard nous a présenté Amélie. C'était un dimanche de juin. Il avait téléphoné la veille pour nous prévenir. « Maman, papa, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Amélie. Je crois que c'est sérieux. » Je me souviens de mon excitation. Mon fils allait nous présenter une jeune femme. Peut-être la jeune femme. Paul avait souri en raccrochant. Notre petit est amoureux. Le dimanche suivant, ils sont arrivés vers midi. Amélie portait une robe blanche légère, des sandales plates, un sac en osier. Elle avait de longs cheveux châtains qui brillaient au soleil, un sourire éclatant, des yeux verts pailletés d'or. Elle était magnifique. Gérard la regardait avec une adoration presque enfantine. Et Paul s'est levé pour l'accueillir. Je revois encore cette scène. Amélie qui tend la main, Paul qui la serre en souriant. « Enchanté, monsieur Moreau. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Rien d'anormal. Juste une belle famille qui se rencontre pour la première fois. Sauf que maintenant, avec ce que je sais, Amélie a été parfaite ce jour-là. Elle m'a aidé à mettre la table. Elle a complimenté mon jardin. Elle a posé des questions sur mon travail, sur mes élèves, sur mes partitions. Vous devez être une merveilleuse professeure, Madame Moreau. Gérard m'a dit que vous aviez formé des dizaines de jeunes pianistes. J'étais flattée, touchée. Cette jeune femme avait de l'éducation, de la douceur, du respect. Et Paul la regardait avec un sourire bienveillant. « Vous avez fait des études, Amélie ?»« Oui, monsieur. J'ai fait HEC à Liège. Je travaille maintenant dans une société de consulting à Bruxelles. Impressionnant. Une jeune femme brillante et belle. Mon fils a du goût. » Gérard avait rougi. Amélie avait ri. Et moi, j'avais souri. Parce que tout semblait parfait. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Une belle cérémonie dans un château près de Liège. Amélie portait une robe en dentelle ivoire. Gérard avait les larmes aux yeux en la voyant entrer. Paul et moi étions assis au premier rang. Il tenait ma main pendant toute la cérémonie. À un moment, il s'est penché vers moi et a murmuré « Notre fils est heureux, Suzanne. On a réussi. » J'ai serré son mouchoir brodé dans ma main libre, celui que ma mère m'avait donné. Je le portais toujours lors des grands moments. Et j'ai hoché la tête. Oui, on avait réussi. Théo est né 2 ans plus tard. Un petit garçon aux yeux bleus, aux boucles blondes.
Gérard était aux anges. Amélie rayonnait. Paul et moi sommes devenus grands-parents. Nous allions les voir tous les dimanches. Amélie préparait le déjeuner. Paul jouait avec Théo dans le jardin. Gérard nous racontait ses projets professionnels. C'était une famille, une vraie famille. Mais maintenant, quand je repense à ces dimanches, je revois Paul qui soulevait Théo dans ses bras. Je revois Amélie qui posait sa main sur l'épaule de Paul en passant. Je revois leurs regards qui se croisaient une seconde de trop. Je revois Paul qui disait « Ce petit me ressemble, vous ne trouvez pas ?» Et tout le monde riait. « Bien sûr, papa, il a tes yeux. » Sauf que maintenant je sais. Théo n'est pas le petit-fils de Paul. Théo est son fils. Et pendant 6 ans, pendant 6 années entières, ils ont tous joué la comédie. Paul, Amélie, sous mon toit, à ma table, devant mon fils. Je suis rentré chez moi après l'enterrement. Gérard voulait que je reste chez eux quelques jours, mais j'ai refusé. Non, mon chéri, j'ai besoin d'être seul. Il a insisté, mais j'ai tenu bon. Amélie m'a regardé en silence. Je n'ai pas soutenu son regard. Une fois chez moi, j'ai monté à l'étage. J'ai ouvert le tiroir de ma commode. J'ai sorti le mouchoir brodé et j'ai relu le mot. Je ne t'oublierai jamais. Je t'ai toujours aimé. Quand notre fils grandira, je lui dirai. Toujours? Cela voulait dire quoi, toujours? Depuis le début? Depuis ce premier dimanche de juin? Et une autre question me brûlait l'esprit. Quand notre fils grandira, je lui dirai. Lui dirai quoi? Que Gérard n'est pas son père? Que Paul était son vrai père? Qu'il est le fruit d'une trahison? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Quand on refuse de voir, les yeux restent ouverts, mais le cœur devient aveugle. Après avoir relu le mot pour la 10e fois, je me suis assise sur mon lit. La chambre était silencieuse, trop silencieuse. Depuis 47 ans, j'entendais Paul respirer à côté de moi la nuit. Je l'entendais se lever le matin, siffloter dans la salle de bain, descendre préparer le café. Maintenant, il n'y avait plus rien, juste le silence, et ce mot posé sur mes genoux. J'ai commencé à réfléchir, à chercher dans ma mémoire. Depuis quand Paul et Amélie? Et surtout, comment avais-je pu ne rien voir? Le premier signe, je crois, c'était il y a 6 ans, juste avant la naissance de Théo. Amélie était enceinte de 7 mois. Elle était venue passer le week-end chez nous avec Gérard. C'était l'été, un dimanche chaud, lumineux. Nous avions déjeuné dans le jardin. Paul avait préparé des grillades. Gérard racontait des histoires drôles sur son bureau. Amélie riait, une main posée sur son ventre rond. Elle portait une robe blanche légère. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle était radieuse. À un moment, elle s'est levée pour aller chercher de l'eau à la cuisine. Et Paul s'est levé aussi. « Je vais t'aider. » Gérard et moi sommes restés dans le jardin. J'ai continué à parler avec mon fils. Nous rions. Tout était normal. Mais maintenant, en y repensant, ils sont restés longtemps à l'intérieur. Trop longtemps pour juste prendre une carafe d'eau. Quand ils sont revenus, Paul avait un sourire étrange. Amélie évitait mon regard. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui, oui », a répondu Paul. Amélie se sentait juste un peu fatiguée. La chaleur. Amélie a hoché la tête et s'est rassise à côté de Gérard. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien pensé. Parce que pourquoi aurais-je dû penser quelque chose? Le deuxième signe, c'était quelques mois après la naissance de Théo. Paul avait commencé à aller chez eux plus souvent, seul. Gérard a besoin d'aide pour monter les meubles de la chambre du bébé, disait-il. Amélie a besoin de conseils pour les travaux dans le salon. Théo pleure beaucoup, Amélie est épuisée, je vais leur donner un coup de main. Au début, je trouvais ça adorable. Mon mari était un grand-père attentionné, un beau-père présent. Mais il y allait si souvent, 2, 3 fois par semaine, et toujours pendant que Gérard était au travail. Un jour, je lui ai demandé « Tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» Il a hésité. Juste une seconde. « Non, non, tu as tes élèves cet après-midi. » Et puis, tu sais, Amélie est très fatiguée. Elle a besoin de calme. J'ai accepté sa réponse, parce que c'était vrai. J'avais mes élèves, et Paul avait toujours été un homme libre. Il n'avait jamais eu besoin de me rendre des comptes. Alors pourquoi commencer maintenant? Le troisième signe, c'était il y a 3 ans. Nous étions tous réunis pour l'anniversaire de Théo. 3 ans déjà. Amélie avait préparé un gâteau au chocolat. Théo portait un petit chapeau pointu en carton. Il riait en soufflant les bougies. Gérard filmait avec son téléphone. Et moi, j'observais. Paul était assis à côté d'Amélie. Leurs épaules se touchaient. À un moment, elle a murmuré quelque chose à son oreille. Il a souri. Un sourire doux, complice. Le genre de sourire qu'on réserve aux personnes qu'on aime vraiment. Et puis, il y a eu ce regard. Paul a posé sa main sur celle d'Amélie. Juste une seconde, sur la table, devant tout le monde. Personne n'a rien remarqué, sauf moi. Mais je me suis dit que c'était un geste paternel, affectueux, innocent. Paul aimait beaucoup sa belle-fille. C'était normal, c'était normal.
Je me le suis répété, encore et encore. Le 4e signe, je l'ai découvert par hasard. C'était il y a 2 ans. Je rangeais le bureau de Paul. Il détestait ranger, alors je le faisais pour lui. Dans un tiroir, j'ai trouvé une carte postale, une carte de Bruges, une photo du béguinage sous la neige. Au dos, une écriture fine, penchée. Merci pour ce week-end. Je n'oublierai jamais. Ah, mon cœur s'est serré. Ah, Amélie? Non, impossible. Paul était allé à Bruges pour un congrès d'architectes, 2 mois plus tôt. Il m'en avait parlé. C'était professionnel. Mais alors, qui était A? Un collègue? Un client? J'ai posé la carte sur le bureau. Quand Paul est rentré ce soir-là, je lui ai demandé, d'un ton léger, « Dis-moi, tu te souviens de ton voyage à Bruges? Tu as rencontré quelqu'un d'intéressant ?» Il a froncé les sourcils. « Intéressant? Non, pas vraiment. Pourquoi? Oh, rien. Simple curiosité. » Il a souri et m'a embrassé sur le front. « Tu es curieuse aujourd'hui. C'est mignon. » Et il est monté se changer. Je suis restée seule dans le salon, avec cette carte dans la main et cette petite voix dans ma tête qui disait « Quelque chose ne va pas ». Mais je l'ai fait taire, parce qu'accuser Paul de quelque chose d'aussi horrible, non, pas mon Paul, pas l'homme qui m'avait construit une maison, pas l'homme qui m'apportait du café tous les matins. Et puis, il y a eu ce dernier signe, le plus terrible, celui que j'ai vu 3 semaines avant sa mort. Nous étions invités chez Gérard et Amélie pour le dîner. Théo jouait dans le salon avec ses petites voitures. Paul était assis sur le canapé, un verre de vin à la main. Amélie préparait le repas dans la cuisine. Gérard m'aidait à mettre la table. À un moment, j'ai vu Paul se lever et aller dans la cuisine. J'ai continué à plier les serviettes, mais quelque chose m'a poussé à lever les yeux. Par la porte entr'ouverte, je les ai vus. Paul et Amélie. Ils se tenaient près de l'évier, très proches, trop proches. Paul avait la main posée dans le bas de son dos. Amélie avait les yeux fermés. Ils ne parlaient pas. Ils restaient juste là. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Mais au même instant, Gérard est entré dans la cuisine en riant. « Papa, tu piques le vin d'Amélie ou tu l'aides ?» Paul s'est reculé immédiatement. Amélie a ouvert les yeux et s'est mise à rire. « Ton père voulait goûter la sauce, comme toujours. » Gérard a secoué la tête en souriant. Et tout est redevenu normal. Sauf que pour moi, quelque chose venait de se briser. Ce soir-là, dans la voiture, j'ai dit à Paul, « Tu trouves pas qu'Amélie était bizarre ce soir ?» Il a haussé les épaules. « Bizarre? Non. Pourquoi? Je sais pas. Elle avait l'air tendue. » Paul a gardé les yeux sur la route. « Elle travaille beaucoup en ce moment. C'est normal. » Puis il a ajouté, d'un ton presque amusé, « Tu t'inquiètes trop, Suzanne. » Mais je ne m'inquiétais pas. J'avais peur. Peur de ce que je commençais à voir. Peur de ce que je ne voulais pas croire. 3 semaines plus tard, Paul mourait dans son sommeil. Et je découvrais ce mot dans son cercueil. « Je t'ai toujours aimé. Toujours. Depuis le début. Depuis ce premier dimanche de juin. Depuis 8 ans. » J'ai posé le mot sur ma table de nuit. J'ai serré mon mouchoir brodé contre ma poitrine. Et j'ai pleuré. Pas parce que Paul était mort, mais parce que je venais de comprendre que l'homme que j'avais aimé pendant 47 ans n'avait jamais vraiment existé. Je me demande encore si j'aurais dû voir plus tôt. Et vous? Avez-vous déjà ignoré des signes par peur de la vérité? Parfois, la vérité est si terrible qu'on préfère se mentir à soi-même. Les jours qui ont suivi l'enterrement, je n'ai presque pas dormi. Je restais allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, et je cherchais des explications logiques, des explications qui ne détruiraient pas tout. Peut-être que j'avais mal compris. Peut-être que notre fils ne voulait pas dire ce que je pensais. Peut-être qu'Amélie parlait de Gérard. Après tout, Gérard était aussi leur fils, celui de Paul et le mari d'Amélie. Notre fils dans le sens familial. Oui, c'était ça. C'était forcément ça. Mais alors, pourquoi écrire « Je t'ai toujours aimé » à son beau-père? Pourquoi glisser ce mot en secret dans un cercueil? Pourquoi ce geste tremblant, furtif, coupable? Non, je devais arrêter. Arrêter de tout interpréter. Arrêter de voir le mal partout. Paul était mort. Amélie était en deuil. C'était un message d'adieu, rien de plus. Un message tendre, filial, rien de plus. Mais le mot disait « Quand notre fils grandira, je lui dirai. » Lui dirai quoi? J'ai relu le mot encore une fois. Puis je l'ai plié. Je l'ai glissé dans la poche de mon mouchoir brodé et je l'ai rangé au fond de mon tiroir, sous mes chemises de nuit, là où personne ne le trouverait, là où je pourrais l'oublier. Le lendemain, Gérard est venu me voir. Il a sonné à la porte vers 10 heures du matin. J'étais encore en robe de chambre, les cheveux défaits, le visage sans maquillage. « Maman, tu vas bien? Tu as une mine affreuse. » Il est entré, inquiet, et m'a pris dans ses bras. J'ai fermé les yeux. Mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais porté, nourri,
élevé, aimé. Et maintenant, je portais un secret qui pourrait le détruire. Je vais bien, mon chéri. C'est juste la fatigue. Tu es sûr? Tu veux que je reste un peu? Non, non. Tu as du travail. Ne t'inquiète pas pour moi. Il a hésité. Amélie m'a dit que tu étais bizarre après l'enterrement. Elle s'inquiète aussi. Mon cœur s'est serré. Amélie s'inquiète. Bien sûr qu'elle s'inquiète. Elle a vu que j'étais près du cercueil. Elle a vu que j'étais pâle. Elle se demande sûrement si j'ai trouvé le mot. Je vais bien, Gérard. Vraiment. Dis à Amélie qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Gérard m'a embrassé sur le front. D'accord. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Promis. Il était reparti. Et je suis restée seule, avec mes questions, et ce poids sur la poitrine. 2 jours plus tard, Amélie m'a téléphoné. Sa voix était douce, presque fragile. « Suzanne, c'est moi. Je voulais prendre de vos nouvelles. » J'ai serré le téléphone contre mon oreille. « Bonjour Amélie. C'est gentil. Comment allez-vous? » « Ça va. Un jour à la fois. » Il y a eu un silence. Puis elle a ajouté « Vous savez, si vous avez besoin de parler, je suis là. » Paul était aussi mon beau-père. Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Ces mots résonnaient bizarrement dans ma tête. Merci Amélie. C'est très gentil. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour trier les affaires de Paul? Ses vêtements? Ses papiers? Ses papiers. Elle voulait savoir si j'avais trouvé quelque chose, si j'avais lu des lettres, des messages, des preuves. Non, merci. Je m'en occupe, tranquillement. D'accord. Mais si vous changez d'avis, n'hésitez pas. Gérard et moi, on est là. Je sais. Merci. Nous avons raccroché. Et je suis restée assise près du téléphone, le cœur battant. Amélie avait peur. Peur que je découvre la vérité. Ou peur que je l'ai déjà découverte. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis descendue dans le bureau de Paul. J'ai allumé la lumière. Le bureau était exactement comme il l'avait laissé. Ses plans étalés. Ses crayons bien rangés. Son agenda ouvert sur la dernière semaine. J'ai ouvert les tiroirs, un par un. Dans le premier tiroir, des factures, des documents administratifs, des cartes de visite. Rien. Dans le deuxième, des photos de famille. Gérard enfant, notre mariage, des vacances en Bretagne. Rien. Dans le troisième, des carnets de croquis, des esquisses de maison, de fenêtres, d'escaliers. Rien. Et puis, au fond du dernier tiroir, sous une pile de vieux magazines, un petit carnet rouge. Je l'ai sorti. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la première page. C'était l'écriture de Paul. Petite, serrée, précise. Des notes, des rendez-vous, des numéros de téléphone. Et puis, en milieu de carnet, une page différente. Une page sans date. Juste quelques mots. A. Bruges, 17-19 novembre. Hôtel Duc de Bourgogne, chambre 24. Mon sang s'est glacé. A. Amélie, Bruges. Il y a 2 ans. Le week-end où il était soi-disant en congrès. J'ai tourné les pages. Plus loin, d'autres notes. A. Bruxelles, jeudi 14h. Café Lef. A. Appelé. Important. A. Photo échographie. Photo échographie. Je me suis assise par terre, le carnet dans les mains, les larmes aux yeux. Photo échographie. Théo. Amélie était enceinte il y a 6 ans, et Paul voulait voir l'échographie. Pas comme un beau-père, comme un père. Tout devenait clair. Les visites fréquentes chez eux, les absences, les regards, les silences. Paul n'était pas juste le grand-père de Théo. Il était son père. J'ai refermé le carnet. Je l'ai rangé exactement où je l'avais trouvé. Et je suis remontée dans ma chambre. Le lendemain matin, Gérard m'a encore téléphoné. Maman, Amélie et moi, on aimerait t'inviter à déjeuner dimanche. Avec Théo, ça te ferait du bien de sortir un peu. J'ai hésité. Voir Amélie, voir Théo, voir l'enfant qui n'était pas vraiment mon petit-fils, mais le demi-frère de mon fils. D'accord, Gérard. Avec plaisir. Super. Dimanche midi alors. Je viens te chercher? Non, non. Je viendrai en voiture. Tu es sûr? Oui. Ça me fera du bien de conduire. J'ai raccroché, et je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 72 ans, fatiguée, trahie, seule. Mais je ne pouvais rien dire. Pas encore. Parce que si je parlais, je détruisais Gérard. Je détruisais mon fils. Je détruisais sa famille, son mariage, sa vie. Alors j'ai décidé de me taire, de porter ce secret. De faire comme si de rien n'était. Pour Gérard, pour protéger Gérard, même si ça me tuait à petit feu. J'ai sorti mon mouchoir brodé, celui que ma mère m'avait donné. Je l'ai serré contre mon cœur, et j'ai murmuré « Pardon maman, j'ai échoué ». Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des moments où l'on doit sourire alors que tout à l'intérieur se brise. Le dimanche est arrivé trop vite. Je me suis réveillée avec une boule dans le ventre, un poids lourd, écrasant, qui m'empêchait presque de respirer. Je suis restée longtemps assise au bord du lit, incapable de bouger. Comment allais-je faire? Comment allais-je m'asseoir à leur table?
Comment allais-je regarder Amélie dans les yeux? Comment allais-je jouer avec Théo, en sachant ce que je savais? Mais je n'avais pas le choix. Si je refusais, Gérard s'inquiéterait. Il poserait des questions, et je ne pouvais pas lui répondre. Pas encore. Je me suis habillée lentement. Une robe bleu marine, simple, élégante, celle que je portais pour les grandes occasions. J'ai mis un peu de rouge à lèvres, du parfum. J'ai brossé mes cheveux gris et les ai attachés en chignon. Dans le miroir, je ressemblais à la Suzanne d'avant. Mais à l'intérieur, j'étais une autre femme, une femme brisée. Avant de partir, j'ai ouvert mon tiroir. J'ai sorti mon mouchoir brodé. Je l'ai plié avec soin et je l'ai glissé dans mon sac à main. Comme un talisman, comme une armure invisible. J'ai pris la voiture. Le trajet jusqu'à chez eux dure 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles j'ai essayé de me préparer. Respire, Suzanne. Souris. Ne montre rien. Pour Gérard. Je suis arrivée à midi pile. Leur maison est située dans un quartier résidentiel de Verviers. Une jolie maison moderne avec un jardin bien entretenu. Paul avait aidé Gérard à choisir le terrain, 5 ans plus tôt. Paul. Toujours Paul. Partout. J'ai sonné. Théo a ouvert la porte en courant. Mamie, il s'est jeté dans mes bras. 6 ans. Les cheveux blonds bouclés, les yeux bleus, je l'ai serré contre moi. Et pendant 1 seconde, j'ai essayé de ne pas penser, de ne pas chercher, de ne pas voir. Mais c'était impossible, parce que maintenant, je voyais ses yeux. Exactement les mêmes que ceux de Paul, ce bleu-gris, profond, légèrement bridé au coin. Pas les yeux de Gérard, les yeux de Paul. Entre, mamie. Maman a fait ton plat préféré. Théo m'a pris la main et m'a tiré à l'intérieur. Gérard est venu m'embrasser. Maman, ça me fait plaisir de te voir. Tu as bonne mine. Il mentait, gentiment. Je le savais. Amélie est sortie de la cuisine, un tablier blanc noué autour de la taille. Elle était magnifique, comme toujours. Cheveux relevés, maquillage léger, un sourire éclatant. Suzanne, bienvenue. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur les 2 joues. Son parfum m'a envahi. Un parfum fleuri, doux. Le même parfum qu'elle portait le jour de son mariage. Merci de m'avoir invitée, ai-je dit d'une voix que j'espérais normale. Mais voyons, vous êtes toujours la bienvenue ici, vous le savez. Elle souriait, mais ses yeux me scrutaient, comme si elle cherchait quelque chose sur mon visage, un signe, une faille, une preuve que je savais. Nous sommes passés à table, le déjeuner était délicieux. Amélie avait préparé un rôti de veau aux champignons, mon plat préféré. Gérard parlait de son travail, Théo racontait des histoires de l'école. Amélie servait le vin en souriant. Tout était parfait, trop parfait. Et moi, j'observais. J'observais Théo, ses gestes, sa façon de pencher la tête quand il réfléchissait, sa façon de rire en fermant les yeux, sa façon de tenir sa fourchette. Paul faisait exactement pareil. À un moment, Théo a dit « Mamie, tu sais quoi? Maman dit que je ressemble à Papy. » Mon cœur s'est arrêté. Gérard a ri. « C'est vrai, tu as les yeux de Papy. » Et son sourire aussi. Amélie a baissé les yeux vers son assiette. « Oui, ai-je murmuré. Tu lui ressembles beaucoup. » Théo a souri, fier. Et moi, j'ai serré ma serviette dans ma main. Après le déjeuner, Gérard a proposé de sortir dans le jardin avec Théo pour jouer au ballon. Amélie et moi sommes restés seuls dans la cuisine. Elle a commencé à débarrasser la table. Je l'ai aidée en silence. Pendant un long moment, nous n'avons rien dit. Juste le bruit de la vaisselle, de l'eau qui coulait, des assiettes qu'on empilait. Et puis, soudain, Amélie a dit « Suzanne, est-ce que tout va bien ?» Je me suis figée. « Oui, pourquoi ?»« Je ne sais pas. Vous avez l'air différente. » Depuis l'enterrement, j'ai posé l'assiette que je tenais. Je me suis tournée vers elle. Elle me regardait, les yeux humides, le visage tendu. C'est normal, Amélie. J'ai perdu mon mari. Je sais, moi aussi j'ai perdu quelqu'un d'important. Paul était très cher à mon cœur. Très cher à mon cœur. Ces mots choisis avec soin, comme si elle testait ma réaction. Je sais que tu l'aimais beaucoup, ai-je dit doucement. Elle a détourné les yeux. Oui, beaucoup. Un silence. Puis elle a ajouté, presque dans un murmure, « Parfois, on aime des gens qu'on ne devrait pas aimer. Mon sang s'est glacé, qu'on ne devrait pas aimer. » Elle venait de le dire, presque avoué. Je l'ai regardée fixement. Elle a relevé les yeux vers moi. Et pendant 1 seconde, nous nous sommes comprises. Elle savait que je savais. Et je savais qu'elle savait. Mais aucune de nous n'a prononcé les mots. Parce que les mots détruisent tout. Les mots rendent les choses réelles. Et ni elle ni moi n'étions prêtes pour cette réalité. Gérard est rentré à ce moment-là, Théo dans les bras. « Mamie, tu viens jouer avec nous ?» J'ai souri, un sourire forcé. « Non, mon chéri, mamie est fatiguée. » Une autre fois, Gérard m'a regardé avec inquiétude. « Maman, tu es sûre que ça va ?»« Oui, je vais rentrer, je crois. J'ai besoin de me reposer. » Amélie a hoché la tête. « Bien sûr, je comprends.
Elle m'a accompagnée jusqu'à la porte. Avant de partir, elle a posé sa main sur mon bras. « Suzanne, si un jour vous voulez parler, je suis là. » Je l'ai regardée. Cette jeune femme qui avait volé mon mari. Cette jeune femme qui mentait à mon fils depuis 6 ans. Cette jeune femme qui portait un secret si lourd qu'il allait nous détruire tous. Merci, Amélie, mais je n'ai rien à dire. Elle a retiré sa main, et j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Du soulagement? De la tristesse? Je ne sais pas. Je suis montée dans ma voiture. Gérard m'a fait un signe de la main depuis le jardin. Théo aussi. Amélie est restée sur le perron, immobile. J'ai démarré, et j'ai pleuré tout le long du chemin. En arrivant chez moi, je me suis effondrée sur le canapé. J'ai sorti mon mouchoir brodé de mon sac, et j'ai réalisé quelque chose. Amélie avait dit, parfois, on aime des gens qu'on ne devrait pas aimer. Elle ne parlait pas seulement d'elle, elle parlait aussi de moi, parce que j'aimais mon fils, plus que tout, plus que la vérité, plus que la justice. Et c'est pour ça que j'allais continuer à me taire, à porter ce secret, à protéger Gérard, même si ça me détruisait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en me taisant ce jour-là. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? La vérité, quand elle arrive, ne frappe pas à la porte. Elle entre de force et détruit tout sur son passage. Les jours qui ont suivi ce déjeuner, je n'ai plus quitté la maison. Gérard m'appelait tous les soirs. « Maman, tu es sûre que ça va ?»« Oui, mon chéri. Je range juste un peu. Les affaires de ton père. » C'était vrai. Je rangeais. Mais je ne rangeais pas pour mettre de l'ordre. Je rangeais pour chercher. Parce que maintenant, je ne pouvais plus m'arrêter. Maintenant que j'avais vu Théo. Maintenant que j'avais entendu Amélie dire « On aime des gens qu'on ne devrait pas aimer ». Maintenant que j'avais compris qu'elle savait que je savais, je devais savoir tout. Depuis quand? Comment? Pourquoi? Et surtout, Paul m'avait-il vraiment aimé un jour? J'ai commencé par le bureau. J'ai vidé tous les tiroirs, tous les placards, toutes les boîtes, des factures, des plans, des carnets de croquis, des photos. Rien. Ou plutôt, rien de nouveau. Puis je suis montée au grenier. Le grenier de notre maison est un endroit que je n'aime pas. Il fait toujours trop chaud l'été, trop froid l'hiver. L'air y est poussiéreux, étouffant. Paul y montait rarement. Moi non plus. C'était un endroit où l'on rangeait ce qu'on voulait oublier. J'ai allumé la lumière. Une ampoule nue pendait du plafond, éclairant faiblement les cartons empilés, les vieux meubles, les malles en bois. J'ai commencé à fouiller. Des cartons de vêtements d'enfants, les habits de Gérard quand il était petit, des cartons de livres, des manuels scolaires, des albums photos, des cartons de Noël, guirlandes, boules, étoiles en papier. Et puis, tout au fond, contre le mur, j'ai vu une vieille malle en cuir marron. Je ne me souvenais pas de cette malle. Ou peut-être que si, vaguement. Paul l'avait montée ici il y a longtemps, des années. Il m'avait dit que c'était des affaires professionnelles, des vieux dossiers. Rien d'intéressant, Suzanne, juste des archives. Je ne l'avais jamais ouverte. Maintenant, je me suis agenouillée devant. Mes genoux craquaient, mes mains tremblaient. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, des dossiers, des classeurs, des chemises cartonnées remplies de papier, mais aussi, sur le côté, une petite boîte en métal, une boîte à biscuits ancienne, rouillée sur les bords. Je l'ai sortie, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines de lettres, certaines pliées, d'autres froissées, d'autres encore dans des enveloppes blanches. L'écriture était celle de Paul. J'ai sorti la première lettre. Elle n'était pas dans une enveloppe, juste pliée en 4. Je l'ai dépliée, et j'ai commencé à lire. « Ma chère Amélie, je sais que je ne devrais pas t'écrire. Je sais que c'est mal, mais je ne peux plus me taire. Depuis le premier jour où tu es entrée dans cette maison, j'ai su que tu allais changer ma vie. Tu es jeune, tu es belle, tu es tout ce que je ne suis plus. Et pourtant, tu me regardes comme si j'étais encore un homme désirable. Gérard ne se rend compte de rien. Il est trop occupé à t'aimer pour voir ce qui se passe entre nous. Suzanne non plus ne voit rien. Elle est trop confiante, trop naïve, trop vieille. Je sais que c'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité. Je l'aime encore d'une certaine façon. Mais ce n'est plus de l'amour. C'est de l'habitude, de la routine, du respect. Avec toi, c'est différent. Avec toi, je me sens vivant. Paul. J'ai laissé tomber la lettre. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais plus tenir le papier. Trop vieille, trop naïve. Ce n'est plus de l'amour. Les larmes ont commencé à couler. Silencieuses, brûlantes. J'ai pris une deuxième lettre. Amélie, notre rencontre d'hier m'a bouleversée. Quand tu as posé ta main sur la mienne dans la cuisine, quand Suzanne et Gérard étaient dans le jardin, j'ai compris que tu ressentais la même chose que moi. Je sais que c'est dangereux. Je sais que nous jouons avec le feu, mais je ne peux plus résister. Je t'aime. Oui, je t'aime. Et je sais que toi aussi. Paul. Cette lettre était datée, il y a 7 ans. 1 an après leur mariage, j'ai pris une 3e lettre. Mon amour, je viens de te quitter. Je conduis vers chez moi et mon cœur est encore avec toi.
Ce week-end à Bruges restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Marcher avec toi le long des canaux, dormir à tes côtés, te réveiller avec un baiser. Je n'avais plus ressenti ça depuis jamais en fait. Même avec Suzanne, au début de notre mariage, ce n'était pas comme ça. Avec toi, c'est magique. Je sais que tu as peur. Peur que Gérard découvre. Peur que tout s'écroule. Moi aussi j'ai peur. Mais je ne peux pas te perdre. Je t'aime trop. Paul. Bruges. Le week-end de Bruges. La carte postale que j'avais trouvée dans son tiroir. Merci pour ce week-end. Je n'oublierai jamais. Ah, ils avaient passé un week-end ensemble, pendant que Gérard travaillait, pendant que moi, je donnais mes cours de piano, pendant que nous vivions nos vies, ignorants. Ils étaient ensemble, dans un hôtel, comme des amants. J'ai pris une 4e lettre. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à lire. Amélie, tu m'as annoncé la nouvelle hier. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu es enceinte. De moi. Notre enfant. Je sais que c'est compliqué. Je sais que Gérard va penser que c'est le sien. Et il faut qu'il le pense, pour l'instant. Mais cet enfant est notre secret, notre merveille. Quand il naîtra, je serai officiellement son grand-père. Mais dans mon cœur, je serai son père. Je veillerai sur lui. Je l'aimerai. Je le protégerai. Et un jour, quand le moment sera venu, nous lui dirons la vérité. En attendant, je serai là, pour toi, pour lui. Je t'aime, mon amour. Paul. Je ne pouvais plus respirer. Mes poumons se contractaient. Mon cœur battait trop vite, trop fort. Théo n'était pas le fils de Gérard. Ce n'était pas un doute. Ce n'était pas une hypothèse. C'était écrit noir sur blanc, par Paul lui-même, mon mari, l'homme que j'avais épousé, l'homme avec qui j'avais construit une vie, avait eu un enfant avec la femme de notre fils. J'ai pris une 5e lettre, puis une 6e, puis une 7e. Toutes disaient la même chose. L'amour, la passion, la culpabilité, mais aussi la détermination. Paul aimait Amélie, vraiment, profondément, totalement, et dans aucune de ses lettres, il ne parlait de moi avec amour, seulement avec pitié. Suzanne est une bonne femme. Suzanne mérite mieux que moi. Suzanne ne se doute de rien, heureusement. Il parlait de moi comme d'une étrangère, comme d'un fardeau, comme d'une erreur de jeunesse qu'il avait traînée pendant 47 ans. J'ai posé les lettres, je me suis levée, et j'ai hurlé. Un cri long, déchirant, qui venait du fond de mes entrailles, un cri que personne n'a entendu, parce que j'étais seule dans ce grenier, seule avec ces lettres, seule avec cette vérité. Je suis redescendue. J'ai laissé les lettres dans la boîte, j'ai laissé la boîte dans la malle, et je suis allée m'asseoir dans le salon. Dehors, la nuit tombait. Les lampadaires s'allumaient un à un dans la rue des Récollets. Les voisins rentraient chez eux, les lumières s'allumaient aux fenêtres. La vie continuait, comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout venait de s'arrêter. J'ai pensé à Gérard, mon fils, mon petit garçon, celui qui pleurait encore son père, celui qui ne savait rien, celui qui vivait avec une femme qu'il avait trahie de la pire des façons, celui qui élevait un enfant qui n'était pas le sien. Comment allais-je pouvoir continuer à me taire? Comment allais-je pouvoir regarder Gérard en face en sachant ce que je savais? Comment allais-je pouvoir supporter de voir Amélie sourire, jouer son rôle de belle-fille parfaite, alors qu'elle avait détruit notre famille? Mais en même temps, si je parlais, je détruisais Gérard, je détruisais son mariage, je détruisais sa vie, je détruisais l'image qu'il avait de son père. Était-ce vraiment mon rôle de lui dire? Était-ce vraiment à moi de briser son monde? J'ai sorti mon mouchoir brodé de ma poche, je l'ai regardé longtemps. Les broderies fines, faites à la main par ma mère il y a si longtemps. Un mouchoir qui avait traversé toute ma vie, mon mariage, la naissance de Gérard, les joies, les peines, et maintenant, cette trahison. Ma mère me disait toujours, « Suzanne, dans la vie, il faut savoir garder sa dignité, même quand tout s'effondre. Garder ma dignité. » Mais comment garder sa dignité quand on vient de découvrir que toute sa vie était un mensonge? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, les yeux fixés sur la fenêtre, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas parler à Gérard, pas tout de suite, mais je n'allais pas me taire non plus. J'allais parler à Amélie, face à face, seule à seule, et je voulais entendre la vérité de sa bouche, toute la vérité, sans mensonge, sans faux semblant. Parce que j'avais le droit de savoir, j'avais le droit de comprendre, j'avais le droit de regarder cette femme dans les yeux et de lui demander « Comment as-tu pu ?» Le lendemain matin, j'ai téléphoné chez eux. C'est Amélie qui a décroché. « Allô? Amélie, c'est Suzanne. » Un silence. « Bonjour Suzanne, comment allez-vous? J'aimerais te voir. Seule, sans Gérard. » Nouveau silence, plus long. « D'accord. Quand? Aujourd'hui, cet après-midi, chez moi. D'accord. À quelle heure? 14 heures. Je serai là. » Nous avons raccroché, et j'ai su, à sa voix, qu'elle avait compris.
Elle savait pourquoi je voulais la voir. Elle savait que le moment était venu. J'ai passé la matinée à me préparer. Je me suis habillée avec soin, coiffée, maquillée. Je voulais être forte, je voulais être digne. Je voulais qu'elle voie que je n'étais pas trop vieille. Je voulais qu'elle voie la femme que Paul avait trahie. À 14 heures précises, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Amélie se tenait sur le perron, vêtue d'un manteau beige, un foulard autour du cou. Elle était pâle, tendue. Entre. Elle est entrée. Nous sommes allés au salon. Je lui ai proposé un café. Elle a refusé. Nous nous sommes assises face à face. Moi sur le canapé, elle sur le fauteuil. Pendant un long moment, nous ne nous sommes rien dit, juste regardé. Et puis, j'ai dit, j'ai trouvé les lettres, Amélie. Elle a fermé les yeux. Elle a posé sa main sur sa bouche. Et elle a commencé à pleurer. Je me demande encore comment j'ai trouvé la force de rester calme ce jour-là. Et vous, avez-vous déjà dû affronter quelqu'un qui vous a profondément blessé? Il y a des vérités qu'on ne peut entendre qu'une seule fois. Après, on ne redevient jamais la même personne. Amélie pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle ne faisait aucun bruit. Juste ces larmes qui tombaient, encore et encore. Moi, je restais immobile, droite sur mon canapé, les mains posées sur mes genoux, le mouchoir brodé serré dans ma paume. Suzanne. Sa voix s'est brisée. Elle a secoué la tête, incapable de continuer. Parle, ai-je dit calmement. J'ai besoin que tu parles. Elle a relevé les yeux vers moi. Ses yeux verts étaient rougis, gonflés. Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début. Quand est-ce que ça a commencé? Elle a pris une grande inspiration. Puis elle a murmuré. Le premier dimanche, celui où Gérard m'a présenté à vous. Mon cœur s'est serré. Le premier dimanche, il y a 8 ans, dès le premier jour. Continue. Amélie a essuyé ses larmes d'un revers de main. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis venue chez vous ce jour-là, nerveuse, excitée. J'allais rencontrer les parents de l'homme que j'aimais. Enfin, que je croyais aimer. Elle a baissé les yeux. Et puis j'ai vu Paul. Et alors? Ma voix était glaciale. Il m'a regardée. Pas comme un beau-père regarde sa belle-fille, mais comme un homme regarde une femme. Elle a fermé les yeux. Je me souviens de sa main qui a serré la mienne un peu trop longtemps, de son sourire, de sa voix quand il m'a dit « Tout le plaisir est pour moi ». Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder, quelque chose que je n'avais jamais vu chez Gérard. Quoi? Ai-je demandé, la gorge serrée. Du désir, de la fascination, de l'intensité. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Gérard m'aimait. Mais c'était un amour, doux, tranquille, prévisible. Paul m'a regardé comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. J'ai serré mon mouchoir plus fort. Paul m'avait regardé comme ça, une fois, il y a 47 ans, le jour de notre rencontre. Et puis, au fil des années, ce regard avait disparu, remplacé par l'habitude, la routine, le respect. Continue. Amélie a hoché la tête. Au début, je me suis dit que je me faisais des idées, que c'était juste mon imagination. Mais au fil des dimanches, des repas, des visites, je sentais ce lien entre nous, ce truc invisible, magnétique. Elle a inspiré profondément. Et puis, un jour, il y a eu ce moment dans la cuisine. Je me souvenais, l'été où elle était enceinte. Ils étaient restés longtemps à l'intérieur. Amélie se sentait fatiguée. La chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Amélie a détourné les yeux. Il m'avait suivi. J'étais près de l'évier. Il s'est approché. Il a posé sa main sur mon bras. Et il m'a dit « Vous êtes extraordinaire, Amélie. Gérard a beaucoup de chance. » Elle s'est tue un instant. Puis il a ajouté, tout bas, « Si j'avais votre âge, si j'avais rencontré quelqu'un comme vous… » Elle n'a pas terminé sa phrase. « Et toi, qu'est-ce que tu as répondu ?»« Rien. » J'étais paralysée. Mon cœur battait trop fort. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su. Su quoi? Que je ressentais la même chose. Que ce n'était pas juste dans ma tête. Que Paul m'aimait. Le mot est resté suspendu dans l'air. M'aimait. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Amélie a pris une longue inspiration tremblante. Rien pendant plusieurs mois. On se voyait au dimanche, aux fêtes de famille. On se parlait poliment. Mais nos regards disaient tout. Elle s'est mordu la lèvre. Et puis, un jour, il m'a téléphoné. Il a dit qu'il voulait me parler, seul à seul, qu'il avait besoin de conseils pour un cadeau d'anniversaire pour Gérard. Mensonge. Oui, mensonge. Je le savais. Mais j'ai accepté quand même. Où vous êtes-vous retrouvés? Dans un café à Bruxelles. Le Café Lef, un endroit discret. Je me souvenais de cette note dans son carnet. Ah, Bruxelles, jeudi 14 heures, Café Lef. Et là, que s'est-il passé? Amélie a fermé les yeux, comme si elle revivait la scène. On s'est assis. On a commandé du café. Et pendant un long moment, on n'a rien dit. On se regardait juste. Puis Paul a posé sa main sur la mienne et il a dit « Je ne peux plus faire semblant. Je pense à vous jour et nuit.
Je rêve de vous. Il s'est arrêté. Et puis il a ajouté « Je vous aime, Amélie ». Les larmes recommençaient à couler sur ses joues. Et moi, au lieu de partir, au lieu de lui dire que c'était impossible, que c'était mal, j'ai dit « Moi aussi ». Silence, un silence lourd, étouffant. Quand avez-vous? Quand est-ce que vous êtes devenu? Je ne pouvais pas finir ma phrase. Amélie a compris. 2 mois plus tard, il m'a emmené à Bruges. Il avait dit à Gérard qu'il allait à un congrès. Il m'avait dit que j'avais une formation professionnelle. On s'est retrouvés là-bas. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Ce week-end a tout changé. Après ça, on ne pouvait plus revenir en arrière. Gérard ne s'est jamais douté de rien? Jamais. Il me faisait confiance. Il faisait confiance à son père. Il ne pouvait pas imaginer. Il ne pouvait même pas concevoir que quelque chose comme ça soit possible. Elle a secoué la tête. Et vous, Suzanne, vous non plus. Vous étiez si confiante, si sereine. Vous pensiez que votre mariage était solide. Parce qu'il était solide, ai-je dit d'une voix tremblante. 47 ans, Amélie. 47 ans de vie commune. Comment as-tu pu... Ma voix s'est brisée. Amélie pleurait maintenant sans retenue. Je sais que c'est impardonnable. Je sais que je suis un monstre. Mais Paul disait que vous et lui, c'était fini depuis longtemps. Que vous étiez plus des colocataires que des époux. Qu'il vous respectait, mais qu'il ne vous aimait plus. Chaque mot était un coup de poignard. Colocataire. Il ne vous aimait plus. Il t'a menti, ai-je murmuré. Amélie a relevé la tête. Quoi? Il t'a menti. Nous n'étions pas des colocataires. Nous étions un couple. Un vrai couple. Peut-être pas passionné comme dans les films, mais solide, sincère, fidèle. J'ai regardé Amélie droit dans les yeux. Enfin, je croyais qu'il était fidèle. Amélie a baissé les yeux, honteuse. Et Théo? Ai-je demandé après un long silence. Elle a sursauté. Théo, est-ce qu'il est le fils de Paul? Le silence qui a suivi était insoutenable. Puis, dans un souffle, elle a dit « Oui, mon monde s'est effondré à nouveau, même si je le savais, même si j'avais lu les lettres. » L'entendre de sa bouche rendait la chose réelle, définitive, irréversible. Gérard ne sait pas? Non, il croit que Théo est son fils. Et je ne peux pas lui dire. Ça le tuerait. Ça le tuerait? Ma voix est devenue dure. Et moi, Amélie, tu crois que ça ne me tue pas? Elle a relevé les yeux, surprise par mon ton. Pendant 6 ans, j'ai joué avec cet enfant. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai aimé comme mon petit-fils. Et maintenant, je découvre que c'est le fils de mon mari, le demi-frère de Gérard, le fruit d'une trahison. Ma voix tremblait. Comment veux-tu que je regarde cet enfant maintenant? Comment veux-tu que je l'aime comme avant? Amélie sanglotait. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Suzanne. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Mais tu l'as fait quand même. Silence. Est-ce que Paul voulait quitter notre mariage? Amélie a hésité. Et il en parlait parfois. Il disait qu'un jour, peut-être, quand Gérard serait prêt, il voulait qu'on soit ensemble, officiellement. Lui, moi et Théo. Elle a levé les yeux vers moi. Mais il disait aussi qu'il ne pouvait pas vous faire ça, qu'il vous devait trop, que vous ne mériteriez jamais ça. Alors il a préféré me mentir pendant 8 ans. Oui, j'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient maintenant, silencieuses. Amères, le mot dans le cercueil. Quand notre fils grandira, je lui dirai. Qu'est-ce que tu comptais lui dire? Amélie a essuyé ses larmes. Je ne sais pas. Paul et moi, on en parlait souvent. Il voulait que Théo sache un jour, pas maintenant, mais plus tard, quand il serait adulte, quand il pourrait comprendre. Comprendre quoi? Que sa mère a trahi son père, que son grand-père était en fait son vrai père. Ma voix était glaciale. Tu crois vraiment qu'il pourrait comprendre ça? Amélie a secoué la tête, désemparée. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je me suis levée. Je ne pouvais plus rester assise. Je suis allée près de la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Des enfants jouaient, des voitures passaient. La vie continuait. Normale. Comme si rien ne s'était passé. Pourquoi tu ne l'as pas quitté? Ai-je demandé sans me retourner. Pourquoi tu es resté avec Gérard si tu aimais Paul? Amélie a mis du temps à répondre. Parce que je les aimais tous les deux, différemment. Gérard était mon mari. Le père, enfin, celui que je voulais que Théo considère comme son père. C'était stable, sécurisant, normal. Elle a inspiré. Mais Paul était ma passion, mon secret, mon interdit, ton interdit. J'ai répété ce mot avec dégoût. Tu parles de ça comme si c'était romantique, comme si c'était une belle histoire d'amour. Je me suis retournée vers elle. Mais ce n'était pas ça, Amélie. C'était une trahison, une double trahison. Tu as trahi ton mari, et tu m'as trahi, moi. Elle a baissé la tête. Je sais. Est-ce que tu l'aimais vraiment? Ou est-ce que tu aimais juste l'idée d'être désirée par un homme plus âgé, plus expérimenté? Amélie a relevé les yeux, blessée.
Je l'aimais, vraiment. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme j'ai aimé Paul. Ces mots m'ont fait plus mal que tout le reste, parce qu'elle disait la vérité. Je le voyais dans ses yeux. Elle l'avait vraiment aimé. Et lui aussi, plus qu'il ne m'avait jamais aimé, moi. Qu'est-ce qui s'est passé le soir où il est mort? Amélie a sursauté. Comment? Réponds. Elle a pris une grande inspiration tremblante. Il m'avait appelé ce soir-là. Il voulait me voir. Il disait qu'il devait me parler. C'était urgent. Où vous êtes-vous vu? Nulle part. Je devais venir chez vous, après que vous vous soyez endormi. Il m'avait donné la clé du jardin. On devait se retrouver dans son bureau. Elle a fermé les yeux. Mais il est mort avant, dans la nuit, seul. J'ai senti mes jambes trembler. Paul allait la faire venir dans notre maison. Dans notre lit conjugal, je dormais à l'étage. Et lui, il allait retrouver sa maîtresse dans son bureau. Qu'est-ce qu'il voulait te dire? Je ne sais pas. Il n'a pas eu le temps. Elle a relevé les yeux vers moi. Mais je pense qu'il voulait enfin prendre une décision. Vous quitter, être avec moi. Un rire amer m'a échappé. Après 47 ans, après m'avoir tout donné, il allait me quitter. Suzanne, ne dis rien. J'ai marché vers elle. Je me suis arrêtée devant son fauteuil. Elle a levé les yeux vers moi. Je veux que tu partes. Suzanne, s'il vous plaît, pars, maintenant. Elle s'est levée, chancelante. Est-ce que vous allez le dire à Gérard? J'ai regardé cette jeune femme, 26 ans quand elle était entrée dans notre vie. Maintenant 34, belle, perdue, coupable. Je ne sais pas. Ma voix était calme, trop calme. Mais ce que je sais, c'est que tu as détruit ma famille. Tu as détruit mon mariage. Tu as détruit ma vie. Amélie pleurait à nouveau. Je suis désolée, tellement désolée. Tes excuses ne changeront rien. J'ai ouvert la porte d'entrée. Oh maintenant, va-t'en. Elle est passée devant moi. Sur le perron, elle s'est retournée une dernière fois. Suzanne, si vous décidez de lui dire, je comprendrai. Je le mérite. Je n'ai rien répondu. J'ai refermé la porte et je me suis effondrée contre le mur. J'ai pleuré, longtemps, violemment. Tous les sanglots que j'avais retenus pendant des semaines sont sortis d'un coup. Puis, épuisée, je suis allée m'asseoir dans le salon. J'ai sorti mon mouchoir brodé, je l'ai regardé. Ma mère me l'avait donné en disant « Dans les moments difficiles, ce mouchoir te rappellera d'où tu viens, qui tu es, qui j'étais. J'étais Suzanne Moreau, professeure de piano, mère de Gérard, femme de Paul. Non, j'avais été la femme de Paul. Mais Paul n'avait jamais vraiment été mon mari, pas comme je le croyais. Maintenant, j'étais juste Suzanne, seule, trahie, mais encore debout. Et je devais décider, dire la vérité à Gérard et détruire sa vie, ou garder le secret et me détruire moi-même. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a des batailles qu'on gagne en renonçant à se battre. Il y a des victoires qui ressemblent à des défaites. Après le départ d'Amélie, je suis restée assise dans mon salon pendant des heures. La lumière du jour a décliné. Le soir est tombé, les ombres ont envahi la pièce, je n'ai pas allumé les lampes. Je suis restée dans le noir, avec mes pensées, avec ma douleur, avec ma décision à prendre. Dire la vérité à Gérard ou me taire. J'ai pensé à mon fils, à son visage le jour de son mariage, ses yeux brillants de bonheur en regardant Amélie entrer dans l'église, à son sourire quand Théo est né, la façon dont il avait tenu ce petit corps contre sa poitrine en murmurant « Mon fils, mon petit garçon ». À ses larmes lors de l'enterrement de Paul. La façon dont il avait dit « Papa était mon héros ». Comment pouvais-je lui dire? Comment pouvais-je détruire tout ça? Mais en même temps, comment pouvais-je le laisser vivre dans le mensonge? Comment pouvais-je le laisser aimer un enfant qui n'était pas le sien? Comment pouvais-je le laisser respecter la mémoire d'un père qui l'avait trahi de la pire des façons? J'ai fermé les yeux et j'ai prié. Je ne suis pas particulièrement religieuse. Je vais à la messe à Noël, à Pâques, pour les grandes occasions. Mais ce soir-là, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me guider, de me montrer le bon chemin. Et dans le silence de cette nuit, j'ai entendu la voix de ma mère. Suzanne, dans la vie, il faut savoir garder sa dignité, même quand tout s'effondre. Garder ma dignité. Mais quelle dignité y avait-il à mentir? Quelle dignité y avait-il à protéger une femme qui avait détruit ma vie? Et pourtant, le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté nouvelle. J'avais pris ma décision, non pas par faiblesse, mais par force. Je n'allais pas dire la vérité à Gérard, pas parce que j'avais peur, pas parce que je voulais protéger Amélie, mais parce que je voulais protéger mon fils. Si je lui disais, voici ce qui se passerait, son mariage exploserait. Amélie et lui se sépareraient dans la douleur, l'amertume, la haine. Théo grandirait dans une famille brisée. Il apprendrait un jour que l'homme qu'il appelle papa n'est pas son vrai père, que son vrai père était son grand-père, que sa famille était fondée sur une trahison.
L'image que Gérard avait de Paul serait détruite. Mon fils perdrait non seulement son père, mais aussi tous ses souvenirs heureux avec lui. Et moi je deviendrais celle qui a tout détruit. Non, je ne pouvais pas faire ça. Mais je ne pouvais pas non plus continuer à faire comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas continuer à jouer la belle-mère parfaite avec Amélie. Je ne pouvais pas continuer à sourire au dimanche en famille. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette maison remplie de souvenirs mensongers. Il fallait que je parte. Cette pensée m'a frappé comme une évidence. Partir, quitter cette maison, quitter Verviers, recommencer ailleurs. Paul m'avait laissé de l'argent, des économies, une pension confortable. Je pouvais partir, m'installer ailleurs, dans une autre ville, peut-être même dans un autre pays. Mais avant de partir, il y avait quelque chose que je devais faire. Ce matin-là, je me suis habillée avec soin. J'ai mis mon manteau noir, mon foulard en soie, j'ai pris mon sac, mon mouchoir brodé, et je suis allée au cimetière. Le cimetière de Verviers se trouve en haut de la colline, près de l'ancienne église. C'est un endroit calme, ombragé par de grands arbres. Paul avait été enterré dans le caveau familial, à côté de ses parents. Je me suis arrêtée devant sa tombe. La pierre tombale était neuve, gravée de son nom, ses dates. Paul Moreau, 1948-2025. Époux aimé, père dévoué, époux aimé. J'ai regardé ces mots longtemps, et j'ai eu envie de rire, ou de pleurer. Je ne savais plus. Puis, je me suis penchée. J'ai posé ma main sur la pierre froide, et j'ai parlé. Bonjour Paul. Ma voix était calme, étonnamment calme. Je sais que tu ne m'entends pas, je sais que tu n'es plus là, mais j'ai besoin de te dire certaines choses. Le vent soufflait doucement dans les arbres, des oiseaux chantaient au loin. J'ai trouvé les lettres, toutes les lettres, j'ai parlé avec Amélie. Je sais tout, j'ai fermé les yeux. Je sais que tu l'aimais, je sais que Théo est ton fils, je sais que tu voulais me quitter. Les larmes commençaient à couler, mais je les ai ignorées. Pendant 47 ans, j'ai cru que nous étions heureux. Je croyais que tu m'aimais. Pas passionnément, peut-être, mais sincèrement. Je croyais que nous avions construit quelque chose de solide ensemble. Ma voix tremblait. Mais j'avais tort, tu ne m'aimais plus depuis longtemps. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Peut-être que j'étais juste, pratique, confortable, l'habitude. J'ai ouvert les yeux. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu aies aimé Amélie, c'est que tu m'aies menti. Pendant 8 ans, tu m'as regardé dans les yeux, et tu as menti. Tu as souri. Tu as joué le rôle du mari aimant, du grand-père dévoué. Ma voix est devenue plus dure. Et moi, comme une idiote, j'ai tout cru. J'ai vu les signes, et je les ai ignorés, parce que je ne voulais pas voir, parce que j'avais peur. Je me suis redressée. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette femme. Aujourd'hui, je vois clairement. Et je vais te dire quelque chose, Paul. J'ai inspiré profondément. Je ne vais pas dire la vérité à Gérard. Je ne vais pas détruire notre fils pour te punir. Parce que contrairement à toi, moi, j'aime vraiment mon enfant. Plus que moi-même. Plus que mon besoin de justice. Le vent a soufflé plus fort. Mais je vais partir. Je vais quitter cette maison que tu as construite. Cette ville où tout me rappelle toi. Je vais refaire ma vie ailleurs. J'ai sorti mon mouchoir brodé de ma poche. Je l'ai regardé une dernière fois. Ce mouchoir qui m'avait accompagné toute ma vie. Mon mariage, la naissance de Gérard, les joies, les peines. Ma mère m'a donné ce mouchoir le jour de notre mariage. Elle m'a dit qu'il me rappellerait toujours qui j'étais. J'ai souri tristement. Pendant toutes ces années, j'ai été Suzanne Moreau, ta femme, la mère de ton fils. Mais maintenant, j'ai posé le mouchoir sur la tombe. Maintenant, je redeviens juste Suzanne Dubois. Et ça me suffit. Je suis restée là encore un moment. Puis je me suis retournée, et je suis partie, sans regarder en arrière. En rentrant chez moi, j'ai appelé Gérard. « Maman, comment vas-tu » Sa voix était chaleureuse, inquiète. « Ça va, mon chéri ? J'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? Tu m'inquiètes. » J'ai pris une grande inspiration. « Je vais partir quelque temps. Quelques mois, peut-être plus. »« Partir ? Où ça ? » ?»« En France, dans le sud. J'ai une amie qui vit à Nice. Elle m'a souvent proposé de venir la voir. Je pense que ça me ferait du bien. Changer d'air, prendre du recul. Il y a eu un silence. À cause de papa ? Oui, et à cause de moi aussi. J'ai besoin de me retrouver. Je comprends, a-t-il dit doucement. Mais tu vas revenir, hein ? Tu vas nous manquer. Théo te demande tout le temps. Mon cœur s'est serré. Théo, le petit garçon qui m'appelait mamie. Le petit garçon qui avait les yeux de Paul. Le petit garçon qui n'était pas vraiment mon petit-fils. Oui, je reviendrai. Un jour. Mais au fond de moi, je savais que c'était un mensonge. Je ne reviendrai pas. Pas vraiment. Pas comme avant. Tu veux que je vienne t'aider à préparer tes affaires ? Non, mon chéri. Je me débrouille. Mais merci. D'accord. Mais reste en contact, hein ? Appelle-moi souvent. Promis. Nous avons raccroché. Et je me suis assise.
Les jours suivants, j'ai commencé à trier mes affaires. J'ai vidé les placards, trié les vêtements, emballé les livres, j'ai vendu des meubles, donné d'autres à des associations. Un après-midi, alors que je rangeais le bureau de Paul, j'ai retrouvé le petit carnet rouge, celui avec les notes sur Amélie. A. Bruges, 17-19 novembre. A. Photo-échographie. J'ai regardé ce carnet longtemps, puis je l'ai jeté. Je ne voulais plus garder ça avec moi. Je ne voulais plus porter ce poids. J'ai aussi jeté les lettres, toutes les lettres que Paul avait écrites à Amélie. Je les ai brûlées dans la cheminée, une par une. En les regardant se consumer, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais du soulagement. Ces lettres étaient le passé. Paul était le passé. Cette vie était le passé. Et moi, j'avais encore un avenir. Un soir, quelques jours avant mon départ, Gérard est venu me voir avec Amélie et Théo. Il voulait me dire au revoir. Amélie était pâle, tendue. Elle me regardait avec peur. Elle pensait que j'allais parler, que j'allais tout révéler. Mais je n'ai rien dit. Nous avons dîné ensemble. Théo m'a raconté ses histoires d'école. Gérard m'a parlé de son travail. Amélie restait silencieuse. À un moment, alors que Gérard jouait avec Théo dans le salon, Amélie s'est approchée de moi dans la cuisine. « Suzanne, ne dis rien, l'ai-je coupé. » Elle a baissé les yeux. « Je voulais juste vous dire merci. » Me remercier? Elle a relevé la tête. De ne pas avoir parlé, de protéger Gérard. Je sais que ça doit vous coûter énormément. Je l'ai regardée. Cette jeune femme qui avait volé mon mari. Cette jeune femme qui vivait dans le mensonge depuis 8 ans. Cette jeune femme qui portait un secret qui allait la ronger pour le reste de sa vie. Je ne fais pas ça pour toi, Amélie. Je le fais pour mon fils. Ne confonds pas. Elle a hoché la tête. Je sais. Puis elle a ajouté d'une voix tremblante. Vous pensez que je devrais lui dire? Un jour, j'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu devras vivre avec ce secret pour le reste de ta vie. Et ce secret te détruira. Petit à petit, elle a pâli. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu as voulu jouer avec le feu, Amélie. Tu as cru que tu pouvais tout avoir. L'amour de Paul, la sécurité de Gérard, la respectabilité d'une famille normale. J'ai fait un pas vers elle. Mais tu sais quoi? On ne peut pas construire le bonheur sur le mensonge. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par sortir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Elle tremblait. Et ce jour-là, tu perdras tout. Gérard, Théo, ta famille, ta réputation, tout. Je me suis éloignée. Moi, je ne te dénoncerai pas. Mais la vie, elle, te rattrapera. Elle finit toujours par rattraper les menteurs. Amélie est restée immobile. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Comment vous faites pour être si calme, après tout ce que nous vous avons fait? J'ai souri tristement. Parce que j'ai compris quelque chose, Amélie. La vengeance ne répare rien. La colère ne guérit pas. Le seul moyen de survivre à une trahison, c'est de choisir la dignité. Je suis retournée au salon. Gérard jouait toujours avec Théo. Mon fils riait, heureux, innocent, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le jour de mon départ est arrivé. J'ai fermé la maison rue des Récollets. J'ai pris une seule valise, quelques vêtements, quelques livres, quelques photos de Gérard enfant. Gérard est venu me conduire à la gare. « Tu es sûre que ça va aller, maman ?»« Oui, mon chéri, très sûr. » Il m'a serré dans ses bras. « Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, plus que tout au monde. » Dans le train, j'ai regardé Verviers s'éloigner par la fenêtre, les rues que je connaissais par cœur, les maisons familières, la vie que j'avais vécue pendant 72 ans, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la légèreté. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer. Paul était mort, Amélie vivait dans la peur, et moi j'étais libre, libre de recommencer, libre de me reconstruire, libre d'être enfin moi-même. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si j'allais rester à Nice ou partir ailleurs. Je ne savais pas si j'allais retrouver l'amour, l'amitié, la paix. Mais je savais une chose. Je n'étais plus la Suzanne qui avait découvert ce mot dans un cercueil. Je n'étais plus la Suzanne brisée, trahie, désespérée. J'étais une nouvelle Suzanne, plus forte, plus sage, plus libre. Et ça, personne ne pourrait me l'enlever. En arrivant à Nice, j'ai loué un petit appartement près de la mer, un appartement lumineux, avec une grande fenêtre qui donnait sur la Méditerranée. Le premier soir, je me suis assise sur le balcon. J'ai regardé le soleil se coucher sur l'eau, les vagues qui venaient de mourir sur le rivage, les mouettes qui tournaient dans le ciel. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'est pas toujours celle qu'on imagine. Parfois, la justice, c'est de laisser les gens vivre avec leurs choix, avec leurs mensonges, avec leurs remords. Paul était mort en emportant son secret, mais il était mort seul, sans avoir eu le temps de dire adieu, sans avoir pu réaliser son rêve d'être avec Amélie. Amélie, elle, vivait, mais elle vivait dans la peur.
La peur que Gérard découvre, la peur que Théo apprenne, la peur que la vérité éclate. Et cette peur, c'était sa punition. Une punition que personne ne lui avait infligée, mais qu'elle s'infligeait elle-même, chaque jour, chaque nuit, pour le reste de sa vie. Moi, j'avais choisi la liberté, le silence, la dignité, et en faisant ce choix, j'avais gagné quelque chose que ni Paul ni Amélie n'auraient jamais, la paix. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? La vie ne punit pas, elle rend simplement à chacun ce qu'il a semé. Et certaines graines donnent des fruits très amers. 3 mois après mon arrivée à Nice, j'ai reçu le premier appel de Gérard. Il était 20 heures. J'étais assise sur mon balcon, un livre ouvert sur les genoux, écoutant le bruit des vagues. « Maman, comment vas-tu » Sa voix sonnait tendue. « Bien, mon chéri. Et toi ?» Un silence. « Maman, je crois qu'Amélie ne va pas bien. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas exactement. Elle est bizarre. Depuis quelques semaines, elle dort mal. Elle pleure souvent. Elle dit que c'est la fatigue, le travail, mais il a hésité. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. J'ai fermé les yeux. Ça commence. Peut-être qu'elle fait juste son deuil de ton père, Gérard. Tout le monde ne pleure pas de la même façon. Oui, peut-être, mais c'est plus que ça. Elle est distante, avec moi, avec Théo aussi parfois, comme si elle était ailleurs. Tu lui as parlé? J'essaie. Mais elle dit que tout va bien, que je m'inquiète pour rien. Il a soupiré. Je ne sais plus quoi faire, maman. Mon cœur saignait pour lui, mon fils, mon petit garçon, qui vivait avec une femme rongée par la culpabilité. Une femme qui portait un secret si lourd qu'il était en train de la détruire. Sois patient avec elle, Gérard. Et surtout, sois là. C'est tout ce que tu peux faire. D'accord. Merci, maman. Nous avons raccroché. Et je suis restée longtemps sur mon balcon, le téléphone dans la main. Je savais ce qui se passait. Amélie vivait dans la peur que je parle, la peur que Gérard découvre, la peur que son monde s'écroule. Et cette peur la rongeait de l'intérieur. Exactement comme je le lui avais dit. 1 mois plus tard, Gérard m'a rappelé. Cette fois, sa voix était encore plus inquiète. « Maman, Amélie a fait une crise d'angoisse hier soir. Une vraie crise. Elle ne pouvait plus respirer. J'ai dû appeler le médecin. Mon Dieu. Et maintenant, comment va-t-elle? Elle est sous calmant. Le médecin dit que c'est du stress, qu'elle doit ralentir le rythme. Mais il a baissé la voix. Elle a dit quelque chose de bizarre pendant la crise. Mon sang s'est glacé. Quoi? Elle répétait « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Encore et encore, comme si elle avait fait quelque chose de terrible. Elle était peut-être juste paniquée, Gérard. Les crises d'angoisse font dire n'importe quoi. Oui, sans doute, mais il ne semblait pas convaincu. Maman, est-ce qu'Amélie t'a parlé de quelque chose quand tu étais encore à Verviers? Est-ce qu'elle t'a confié quelque chose? Mon cœur battait si fort. Non, mon chéri. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Gérard, si tu as des doutes, parle-lui. Franchement, dis-lui ce que tu ressens. Je l'ai fait. Elle dit que tout va bien, qu'elle m'aime, que c'est juste la fatigue. Il a soupiré. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec une étrangère. Ces mots m'ont brisé le cœur, parce que c'était exactement ce que je ressentais avec Paul. Cette impression de vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît plus, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui cache. Accroche-toi, mon chéri. Et si ça ne va vraiment pas, peut-être qu'elle devrait voir quelqu'un, un psychologue. J'y ai pensé. Je vais lui en parler. 2 mois plus tard, j'ai reçu un autre appel. Mais cette fois, ce n'était pas Gérard, c'était Amélie. Suzanne, sa voix était tremblante, faible. Amélie, je sais que je n'ai pas le droit de vous appeler, mais je ne sais plus vers qui me tourner. Elle pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à respirer. Chaque fois que Gérard me regarde, j'ai l'impression qu'il sait. Chaque fois que Théo m'appelle « Maman », j'ai envie de pleurer. Sa voix se brisait. Je vis dans un cauchemar permanent. Tu savais que ça arriverait, Amélie. Je t'avais prévenu. Je sais. Vous aviez raison. Le secret me détruit. Petit à petit. Elle a pris une inspiration tremblante. Parfois, je me dis que je devrais tout dire à Gérard, que je devrais juste exploser, me libérer de ce poids. Et pourquoi tu ne le fais pas? Parce que j'ai peur. Peur de le perdre. Peur de perdre Théo. Peur de tout perdre. Elle sanglotait. Mais en même temps, je suis déjà en train de tout perdre. Parce que je ne peux plus être moi-même. Je ne peux plus aimer normalement. Je ne peux plus vivre normalement. C'est le prix du mensonge, Amélie. Tu l'as choisi, je sais. Un long silence. Suzanne, est-ce que vous me détestez? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Non, je ne te déteste pas. Vraiment? Vraiment. Te détester me demanderait trop d'énergie. Et j'ai besoin de cette énergie pour me reconstruire. Elle a pleuré plus fort. Comment vous faites? Comment vous arrivez à être si
si en paix, après tout ce que nous vous avons fait, parce que j'ai lâché prise, Amélie. J'ai accepté que Paul ne m'ait jamais vraiment aimé. J'ai accepté que mon mariage était un mensonge. J'ai accepté que je ne pouvais rien changer au passé. J'ai regardé la mer par ma fenêtre. Et j'ai décidé de ne pas laisser votre trahison détruire le reste de ma vie. Je voudrais pouvoir faire pareil, mais je ne peux pas, parce que je vis avec le mensonge chaque jour, chaque heure, chaque minute. Alors, dis la vérité. Je ne peux pas. Alors, continue à souffrir. Ma voix était froide, mais vraie. Tu ne peux pas avoir les deux, Amélie. Tu ne peux pas garder le secret et être libre. Il faut choisir. Elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait plus parler. Je dois raccrocher maintenant, ai-je dit doucement. Mais je vais te dire une dernière chose. Quoi? La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Tu as semé le mensonge, la trahison, la douleur. Et maintenant, tu récoltes. C'est injuste? Non. C'est juste l'équilibre naturel des choses. J'ai raccroché. 6 mois se sont écoulés. J'ai refait ma vie à Nice. J'ai donné quelques cours de piano à des enfants du quartier. J'ai rencontré des gens, des amis. J'ai marché sur la promenade des Anglais. J'ai lu, écouté de la musique, regardé la mer. Je me sentais vivante, pour la première fois depuis des années. Et puis, un jour de printemps, j'ai reçu un appel de Gérard. Sa voix était blanche. « Maman, Amélie est à l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. » Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une dépression nerveuse. Elle ne parlait plus. Elle ne mangeait plus. Elle restait assise dans le noir pendant des heures. Il tremblait. Je l'ai trouvée hier matin dans la salle de bain. Elle pleurait. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle répétait « Je ne peux plus. Je ne peux plus. » Elle va bien maintenant? Elle est sous surveillance. Les médecins disent qu'elle a fait un burn-out sévère, qu'elle doit se reposer, qu'elle ne peut plus travailler pendant plusieurs mois. Il a pris une grande inspiration. « Maman, je crois qu'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas, quelque chose de grave. Pourquoi tu penses ça? Parce que hier, quand je lui ai demandé pourquoi elle allait si mal, elle m'a regardée et elle a dit « Tu mérites mieux que moi, Gérard. Tu mérites la vérité. » Mon sang s'est glacé. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit « Quelle vérité ?» Mais elle s'est remise à pleurer. Elle n'a rien dit de plus. Il y a eu un long silence. « Maman, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir ?» Mon cœur battait trop fort. « Gérard, si Amélie a quelque chose à te dire, elle te le dira quand elle sera prête. Mais toi, tu sais quelque chose? Je ne pouvais pas mentir à mon fils, mais je ne pouvais pas lui dire non plus. Ce que je sais, c'est que ton père et Amélie avaient une relation très proche. Proche comment? Gérard, ce n'est pas à moi de te dire. Si tu veux savoir, demanda Amélie. Quand elle ira mieux, il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, d'une voix blanche, « Tu penses qu'ils ont eu une liaison ?» Je n'ai pas répondu. Et mon silence a répondu pour moi. « Mon Dieu !» Sa voix se brisait. « C'est pour ça que tu es parti? C'est pour ça que tu ne voulais plus venir nous voir? Gérard, réponds-moi, maman. S'il te plaît. » Oui, le silence qui a suivi était assourdissant. « Depuis quand tu sais? » Depuis l'enterrement. « Et tu ne m'as rien dit? Parce que je voulais te protéger. » Me protéger? Sa voix montait. Tu m'as laissé vivre avec elle? Tu m'as laissé l'aimer? Tu m'as laissé élever Théo en pensant que c'était mon fils? Ces derniers mots sont sortis comme un cri. Théo, il s'est tu. Théo n'est pas mon fils? Je ne pouvais plus parler. Les larmes coulaient. Maman, réponds-moi. Théo est-il mon fils? Je ne sais pas, Gérard. Mais il y a des doutes. J'ai entendu un bruit, comme si quelque chose tombait. Puis, plus rien. Gérard? Pas de réponse. Gérard, tu es là? Il a raccroché. J'ai essayé de le rappeler. Pas de réponse. J'ai essayé encore. Puis, 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était lui. Je viens de parler avec Amélie. Sa voix était morte. Elle m'a tout dit. Gérard, tout. Depuis le début. La liaison. Bruges. Théo. Tout. Il pleurait. Comment as-tu pu me cacher ça, maman? Comment as-tu pu me laisser dans l'ignorance? Parce que je ne voulais pas te faire mal. Parce que je pensais que... Que quoi? Que je serais plus heureux en vivant dans le mensonge. Oui, il a ri. Un rire amer. Eh bien, tu t'es trompé. Parce que maintenant, je me sens trahi 2 fois. Par mon père, par ma femme, et aussi par toi. Gérard, je suis désolée. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Le mieux? Le mieux aurait été de me dire la vérité. Il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré. Longtemps. Violemment. Parce que j'avais perdu mon fils. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il me reprochait d'avoir gardé le secret. Et il avait peut-être raison. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. De Gérard. « Maman, je t'écris parce que je ne peux pas encore te parler de vive voix. C'est trop dur. J'ai quitté Amélie. Je ne pouvais pas rester. Pas après ce qu'elle m'a dit. Théo vit avec moi. J'ai fait un test de paternité. Les résultats sont arrivés hier.
Théo n'est pas mon fils biologique. Il est le fils de papa. Je ne sais pas comment je vais pouvoir regarder cet enfant en face maintenant. Je l'aime, mais je ne sais plus qui il est. Je ne sais plus qui je suis. Amélie est retournée chez ses parents. Elle ne va pas bien. Mais je ne peux pas l'aider. Je ne peux même plus la regarder. Quant à toi, je comprends pourquoi tu ne m'as rien dit. Tu voulais me protéger. Mais en faisant ça, tu m'as volé mon droit de savoir, mon droit de choisir. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, pour reconstruire ma vie. Ne m'appelle pas. Je te contacterai quand je serai prêt. Gérard, j'ai lu cette lettre 10 fois, 20 fois, et j'ai compris quelque chose. En voulant protéger mon fils, je l'avais blessé. En gardant le secret, je l'avais privé de sa liberté. J'avais eu tort, pas de ne pas lui dire la vérité immédiatement, mais de ne pas lui laisser le choix. 1 mois plus tard, j'ai appris par une connaissance commune qu'Amélie avait été hospitalisée à nouveau. Cette fois, dans un service psychiatrique. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle avait survécu, mais elle était brisée. La culpabilité, le secret, la honte, tout ça l'avait détruite, exactement comme je l'avais prédit. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction, juste de la tristesse. Parce qu'au final, tout le monde avait perdu. Paul était mort sans avoir vécu son rêve. Amélie était détruite par la culpabilité. Gérard était brisé par la trahison. Théo grandissait dans une famille éclatée. Et moi, j'avais perdu mon fils. Personne n'avait gagné. C'était juste une tragédie. Une tragédie où chacun avait payé le prix de ses choix. 6 mois plus tard, je suis retourné à Verviers. Pas pour rester, juste pour voir. Je suis passé devant notre ancienne maison rue des Récollets. Elle était toujours là, vide, à vendre. Les volets étaient fermés. Le jardin, à l'abandon. J'ai pensé à toutes les années que j'y avais vécues. Les dimanches, les fêtes, les rires. Tout ça n'était plus qu'un souvenir. Puis je suis allée à l'hôpital. J'avais appris qu'Amélie y était toujours. J'ai demandé à la voir. On m'a conduite dans un long couloir blanc, aseptisé, silencieux. Amélie était dans une chambre au bout du couloir, assise près de la fenêtre, le regard vide. Quand je suis entrée, elle n'a même pas tourné la tête. Amélie, elle a lentement tourné son visage vers moi, et j'ai eu un choc. Ce n'était plus la même femme. Ses cheveux étaient ternes, son visage, creusé, ses yeux, éteints. Elle avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Suzanne, sa voix était à peine audible. Comment vas-tu? Elle a eu un petit rire triste. Comment je vais? Je suis détruite, complètement détruite. Elle a baissé les yeux. Vous aviez raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Amélie, j'ai tout perdu. Gérard, Théo, ma santé, ma dignité. Elle a levé les yeux vers moi. Et vous savez quoi? Je le mérite. Je me suis assise à côté d'elle. Personne ne mérite de souffrir autant, Amélie. Si, moi, si. Elle pleurait silencieusement. J'ai détruit votre vie. J'ai détruit la vie de Gérard. J'ai détruit la vie de Théo. Tout ça pourquoi? Pour une histoire d'amour interdite? Pour quelques moments volés? Elle a secoué la tête. Ça n'en valait pas la peine. Je l'ai regardée longtemps. Cette jeune femme qui avait été si belle, si brillante, si pleine de vie. Et maintenant, elle n'était plus qu'une ombre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Les médecins disent que je dois rester ici encore quelques mois. Ensuite, je ne sais pas. Elle m'a regardée. Gérard ne veut plus me voir. Théo non plus. Et je les comprends. Théo est encore petit. Un jour, peut-être, il comprendra. Ou peut-être qu'il me détestera pour toujours. Comme Gérard. Silence. Suzanne, est-ce que vous pensez que je pourrais un jour me pardonner? J'ai pensé à Paul, à nos 47 ans de mariage, à tous les mensonges. Je ne sais pas, Amélie. Mais ce que je sais, c'est que le pardon commence par accepter ce qu'on a fait. Vraiment accepter. Sans excuse, sans justification. Elle a hoché la tête. Je suis désolée, Suzanne, pour tout. Je sais, je me suis levée. Je dois y aller. Merci d'être venue. En quittant l'hôpital, j'ai repensé à ce que je lui avais dit des mois plus tôt. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. C'était vrai. Amélie avait semé le mensonge et elle récoltait la destruction. Mais moi aussi, j'avais appris quelque chose. En gardant le secret, j'avais voulu protéger Gérard, mais je l'avais aussi privé de sa liberté. Et maintenant, je payais aussi le prix. La vie ne fait pas de distinction. Elle rend à chacun ce qu'il a semé, le bien comme le mal. Et parfois, même les bonnes intentions ont des conséquences terribles. Avez-vous déjà vu la vie rendre à quelqu'un ce qu'il avait semé? Racontez-moi en commentaire. Au bout du chemin, après la tempête, il reste quelque chose d'essentiel, soi-même. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai quitté Verviers, 2 ans que je vis à Nice, 2 ans que je me reconstruis. Ce matin, je suis assise sur mon balcon comme tous les matins. La Méditerranée brille sous le soleil.
Les vagues viennent mourir doucement sur le rivage. Des enfants jouent sur la plage. Des couples se promènent main dans la main. La vie continue. Belle, simple, vraie. Je bois mon café lentement. J'écoute le bruit des vagues. Et je me sens en paix. Pas une paix facile. Pas une paix qui efface la douleur. Mais une paix profonde, durable. La paix de celle qui a traversé la tempête et qui a survécu. Il y a 6 mois, Gérard m'a écrit une longue lettre. Maman, cela fait longtemps que je ne t'ai pas donné de nouvelles. Trop longtemps, peut-être. Je voulais te dire que je ne t'en veux plus. J'ai mis du temps à comprendre, du temps à accepter. Mais maintenant, je réalise que tu as fait ce que tu pensais être juste. Tu voulais me protéger. Et même si je ne suis pas d'accord avec ton choix, je respecte tes intentions. Ces 2 dernières années ont été les plus difficiles de ma vie. Le divorce avec Amélie a été terrible. Les avocats, les accusations, la douleur. Et surtout, il y a eu Théo. Au début, je ne savais pas comment le regarder. Chaque fois que je voyais ses yeux bleus, les yeux de papa, je ressentais un mélange de colère, de tristesse, de confusion. Comment aimer un enfant qui me rappelle la trahison de mon père? Comment être un bon père pour un enfant qui n'est pas biologiquement le mien? Mais tu sais quoi, maman? J'ai réalisé quelque chose. Théo n'a rien fait. Il est innocent. Il n'a pas choisi d'être né de cette façon. Il n'a pas choisi cette histoire. Et pendant 7 ans, je l'ai aimé comme mon fils. Je l'ai nourri. Je l'ai consolé. Je l'ai élevé. Un test ADN ne peut pas effacer tout ça. Alors oui, biologiquement, Théo est le fils de papa. Mais dans mon cœur, dans sa vie, je reste son père. Le seul père qu'il connaît. Le seul père qu'il aura jamais. J'ai pris cette décision consciemment. Et je m'y tiens. Amélie, elle, ne va toujours pas bien. Elle est sortie de l'hôpital psychiatrique il y a quelques mois. Elle vit chez ses parents dans le sud de la France. Elle voit Théo 1 fois par mois, sous surveillance. Les médecins disent qu'elle va mieux, mais je sais qu'elle ne sera plus jamais la même. Et tu sais quoi? Moi non plus. Je ne serai plus jamais le même. Mais je suis en train de reconstruire ma vie, lentement, patiemment. Et j'aimerais que tu fasses partie de cette reconstruction. Théo me demande souvent après toi. Il dit, pourquoi mamie ne vient plus nous voir? Je ne sais pas quoi lui répondre. Alors je t'écris, pour te dire que tu nous manques, que j'ai besoin de ma mère, que Théo a besoin de sa grand-mère. Est-ce que tu accepterais de revenir? Pas à Verviers, mais dans nos vies? Je t'aime, maman. Gérard, j'ai pleuré en lisant cette lettre. Des larmes de soulagement, des larmes de joie, des larmes de douleur aussi. Parce que j'avais perdu 2 ans avec mon fils. 2 ans avec mon petit-fils. Oui, Théo reste mon petit-fils. Peu importe son ADN. 2 ans que je ne récupérerai jamais. Mais j'avais retrouvé l'essentiel. Mon fils, je lui ai répondu le lendemain. Une lettre simple, honnête. Mon Gérard, merci pour ta lettre. Merci de m'avoir pardonné. Tu as raison. Théo est innocent. Et il a de la chance d'avoir un père comme toi. Un homme capable de voir au-delà du sang. Un homme capable d'aimer malgré la douleur. Je suis fier de toi. Et oui, j'accepte. J'accepte de revenir dans vos vies. Pas tout de suite, mais bientôt. Je dois encore finir mon propre chemin de guérison. Mais je serai là, je te le promets. Je t'aime plus que tout, mon fils. Maman. Depuis, nous nous appelons régulièrement. Gérard me raconte ses journées, ses progrès, ses doutes. Je l'écoute. Je le conseille quand il me le demande. Je le soutiens. Et parfois, Théo prend le téléphone. Mamie, c'est moi. Sa petite voix me remplit le cœur. Bonjour, mon chéri. Comment vas-tu? Bien. Papa dit que tu vas revenir bientôt. Oui, mon trésor. Bientôt. Tu me manques, mamie. Toi aussi, tu me manques. Ces conversations me font du bien. Elles me rappellent pourquoi j'ai fait tous ces choix. Pourquoi j'ai gardé le secret au début. Pourquoi j'ai quitté Verviers. Pourquoi j'ai laissé la vérité sortir d'elle-même. Tout ça, c'était pour protéger Gérard. Et même si j'ai fait des erreurs, même si j'aurais pu faire autrement, mon intention était pure. Et au final, Gérard l'a compris. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une autre lettre, inattendue, d'Amélie. Chère Suzanne, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je ne sais même pas si vous devriez la lire. Mais j'avais besoin de vous écrire. Je suis sortie de l'hôpital il y a 4 mois. Je vis chez mes parents, dans un petit village près de Montpellier. Je vois un psychologue 3 fois par semaine. Je prends des médicaments. Je fais du yoga. Je marche beaucoup. Je vais mieux. Pas bien, mais mieux. J'ai compris beaucoup de choses ces 2 dernières années. J'ai compris que l'amour ne justifie pas tout. J'ai compris que la passion n'est pas une excuse pour trahir. J'ai compris que les secrets finissent toujours par détruire ceux qui les portent. Vous aviez raison sur tout. La vie m'a rendu ce que j'avais semé, et je méritais chaque moment de souffrance. Mais vous savez ce qui est étrange? Maintenant que j'ai tout perdu, Gérard, Théo, ma santé, ma carrière, ma dignité, maintenant que je n'ai plus rien, je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été, parce que je n'ai plus à mentir,
plus à jouer un rôle, plus à porter ce poids écrasant du secret. Je suis détruite, mais je suis libre. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas votre pardon. Mais je voulais vous dire merci. Merci de ne pas m'avoir dénoncé immédiatement. Merci de m'avoir laissé vivre avec les conséquences de mes choix, parce que c'est cette souffrance qui m'a appris qui j'étais vraiment. Une femme faible, égoïste, qui a fait des choix terribles, mais aussi une femme qui essaie, maintenant, de devenir meilleure. Je ne sais pas si je reverrai Théo un jour. Je ne sais pas s'il pourra un jour me pardonner. Mais je travaille sur moi, pour qu'un jour, si ce jour arrive, je puisse le regarder dans les yeux et lui dire la vérité, sans honte, juste avec honnêteté. Vous m'avez dit une fois, le pardon commence par accepter ce qu'on a fait. J'accepte, Suzanne, j'accepte ce que j'ai fait, et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer. Amélie, j'ai lu cette lettre plusieurs fois, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la compassion, pas du pardon, pas encore, peut-être jamais, mais de la compassion. Parce qu'Amélie avait raison sur une chose, elle avait tout perdu, et cette perte l'avait détruite. Mais peut-être, juste peut-être, elle l'avait aussi transformée. Je ne lui ai pas répondu, pas parce que je lui en veux encore, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. Elle avait son chemin, j'avais le mien, et ces chemins ne se croiseraient plus jamais. Hier, je suis allée me promener sur la promenade des Anglais. Il faisait beau, le ciel était bleu, l'air sentait la mer et le sel. J'ai croisé une jeune femme, la trentaine, élégante, les yeux rougis. Elle pleurait en silence, assise sur un banc. Je me suis arrêtée. « Ça va ?» Elle a levé les yeux vers moi. « Pas vraiment, mais ça ira. Vous voulez en parler ?» Elle a hésité, puis elle a dit « Mon mari m'a trompée, avec ma meilleure amie, pendant 2 ans. Mon cœur s'est serré. Je viens de découvrir, et je ne sais pas quoi faire. Je me sens tellement bête. » Elle pleurait. « Comment je n'ai rien vu? Comment j'ai pu être aussi aveugle? Je me suis assise à côté d'elle. Vous n'étiez pas aveugle, vous faisiez confiance, c'est différent, mais j'aurais dû voir les signes, peut-être, ou peut-être que vous ne vouliez pas voir, parce que voir, ça fait mal. » Elle m'a regardé. « Ça vous est arrivé aussi? » « Oui, il y a 2 ans. »« Et comment vous avez fait? Pour survivre ?» J'ai réfléchi longtemps. J'ai choisi ma dignité plutôt que ma vengeance. J'ai choisi de partir plutôt que de détruire. J'ai choisi de me reconstruire plutôt que de rester dans la douleur. Elle essuyait ses larmes. C'est dur. Oui, très dur, mais c'est possible. Est-ce qu'on peut aimer à nouveau après ça? J'ai souri. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore arrivée à cette étape. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut se sentir en paix. On peut se sentir libre. On peut se sentir vivante. Elle a hoché la tête. Merci. Merci de m'avoir écoutée. De rien. Prenez soin de vous. En la quittant, j'ai pensé à toutes ces femmes trahies, toutes ces femmes brisées, toutes ces femmes qui cherchent à survivre. Et j'ai compris quelque chose. Mon histoire n'était pas juste la mienne, c'était l'histoire de milliers de femmes. Des femmes qui ont fait confiance, des femmes qui ont été trahies, des femmes qui ont dû choisir entre la vérité et la protection, entre la vengeance et la dignité, entre la colère et la paix. Et si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une seule de ces femmes, alors tout cela aurait eu un sens. Ce soir, assise sur mon balcon, je regarde le soleil se coucher sur la mer. Le ciel est rose et orange. Les vagues murmurent doucement. Je pense à Paul, l'homme que j'ai aimé pendant 47 ans, l'homme qui m'a trahi pendant 8 ans. Je ne l'aime plus, mais je ne le déteste plus non plus. Il était humain, imparfait, faible, comme nous tous. Il a fait des choix terribles, et il en a payé le prix. Il est mort seul, sans avoir pu vivre son rêve, sans avoir pu dire adieu. Sa punition n'est pas venue de moi, elle est venue de la vie elle-même. Je pense à Amélie, la jeune femme qui a volé mon mari, la jeune femme qui a détruit ma famille. Je ne lui pardonne pas, mais je ne lui souhaite plus de mal. Elle vit avec ses démons, elle vit avec sa culpabilité, elle vit avec ses regrets. Et c'est une punition suffisante. Je pense à Gérard, mon fils, mon unique enfant. Il a été brisé par la vérité, mais il s'est reconstruit, plus fort, plus sage, et il a choisi l'amour plutôt que le ressentiment. Il a choisi d'être le père de Théo. Malgré tout, je suis fière de lui, et je pense à moi, Suzanne Dubois, 74 ans maintenant. J'ai perdu un mari. J'ai perdu des années de ma vie, j'ai perdu mes illusions, mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, moi-même. Pendant 47 ans, j'étais Madame Moreau, la femme de Paul, la mère de Gérard, la professeure de piano. Mais qui étais-je? Moi, Suzanne? Juste Suzanne? Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Je suis une femme forte, une femme qui a survécu à une trahison dévastatrice, une femme qui a choisi la dignité plutôt que la destruction, une femme qui a su partir pour se sauver. Je suis une femme libre. Libre de mes choix,
libre de mes erreurs, libre de mon avenir, et je suis une femme en paix avec mon passé, en paix avec mes décisions, en paix avec moi-même. Le mois prochain, je retourne à Verviers, pas pour rester, juste pour voir Gérard et Théo. Nous allons passer un week-end ensemble, parler, rire, reconstruire. Ce ne sera pas facile. Il y aura des silences gênants, des non-dits, des cicatrices encore sensibles, mais nous allons essayer, parce que c'est ça, l'amour. Essayer malgré la douleur, pardonner malgré la blessure, reconstruire malgré les ruines. Ma mère me disait toujours, dans la vie, il faut savoir garder sa dignité, même quand tout s'effondre. J'ai gardé ma dignité, maman, même quand j'avais envie de hurler, même quand j'avais envie de tout détruire, même quand j'avais envie d'abandonner. Et maintenant, je comprends. La dignité n'est pas de rester silencieuse. La dignité, c'est de choisir ses batailles. La dignité, c'est de savoir quand parler et quand se taire. La dignité, c'est de protéger ceux qu'on aime, même quand ça nous détruit. La dignité, c'est de partir quand rester nous tue. La dignité, c'est de survivre et de transformer la douleur en sagesse. Si mon histoire peut servir à quelque chose, si elle peut aider une femme à ouvrir les yeux, si elle peut donner du courage à quelqu'un qui souffre, alors tout cela aura eu un sens, parce qu'au bout du chemin, après la tempête, il reste toujours quelque chose d'essentiel, soi-même. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.